C'était moi, Elton, Dionne Warwick et Elizabeth Taylor. Dès notre première année, nous avons récolté 3 millions de dollars. Et ça continue encore et encore depuis ce jour-là. Vous savez, et Elton se prépare. Il dit qu'il va prendre sa retraite. Je vais le passer à tabac. Tu sais, tu ne vas nulle part. Voilà ce que je dis. Eh bien, tu peux prendre la relève. Elle a conquis le cœur de l'Amérique à seulement 8 ans, pour être ensuite séparée de ses nouvelles amies blanches quelques secondes après avoir remporté son premier trophée. Plus tard, elle perdrait 60 000 $ en une nuit à cause d'une addiction secrète, poursuivrait son fils pour protéger son nom et monterait sur scène le lendemain avec un calme évangélique et une grâce de velours. Gladys Knight, l'impératrice de la soul, cache derrière sa couronne une vie pleine de rebondissements, de triomphes et de tempêtes silencieuses. Mais saviez-vous quel artiste légendaire a personnellement pris Gladys Knight sous son aile, lui apprenant à chanter correctement une ballade ? Laissez votre réponse en commentaire. La réponse sera révélée plus tard. Restez avec nous pour découvrir le train de minuit qui a redéfini son héritage, le scandale dans un restaurant qui a failli détruire sa famille et le retour qui a prouvé qu'elle n'était jamais simplement une pipe en arrière-plan. Mais pour vraiment comprendre cette reine de la scène, il faut commencer par le tout début, là où son histoire prend des tournants surprenants que vous ne voudrez pas manquer. Jeunesse. Atlanta, Géorgie. Année 1950. À l'époque où les dimanches riméant avec chaussures cirées, chœur d'église et la chaleureuse odeur familière du poulet frit flottant à chaque fenêtre. Pour Gladys Maria Knight, née en 1944 dans une famille noire de la classe moyenne très soudée, la musique faisait partie du quotidien, comme le thé sucré au dîner. Son père employait des postes et sa mère, aide-soignante, remplissaient pas leur maison de discipline, de foi et du son du gospel. À seulement 4 ans, Gladys faisait déjà vibrer les chœurs à l'église baptiste Mount Moriah, mais c'est sa mère, Elizabeth, qui a réellement perçu ce don. Elle fredonnait Too Young de Nat King Cole, enseignant à Gladys comment phraser, adoucir les syllabes et transmettre l'émotion. Cette chanson et les conseils de sa mère offriraient à Gladys son premier grand moment. L'Original Amateur Hour de Ted Mack, 1952. À seulement 8 ans, elle a remporté la victoire. Puis les applaudissements sont devenus froids. Lors de la photo, les parents des enfants blancs avec qui elle s'était liée d'amitié en coulisses refusèrent qu'ils se tiennent à côté d'elle. L'animateur a posé avec elle à la place. Cette leçon muette sur les préjugés lui fut donnée avant ses 10 ans. Pourtant, son esprit n'a pas flanché. La même année, avec son frère Bubba, sa sœur Brenda et 2 cousins, elle a formé les Pips, un groupe familial nommé d'après leur cousin James Pip Woods. Ils jouaient dans des églises, des fêtes de jardin, et même lors de collectes de fonds du révérend Martin Luther King Jr. Malgré sa notoriété croissante, sa mère maintenait un contrôle strict. Pas de sorties tardives, pas de paroles suggestives, ni de tentation du circuit Chitlin. Gladys dira plus tard que nous avions le droit d'être des enfants, pas d'essayer d'être des adultes. Pourtant, alors que les sounds s'agrandissaient et les lumières s'intensifiaient, l'enfance céda au sacrifice, dont le prix allait bientôt être payé. Néanmoins, c'est ce mélange précoce d'éloges et de douleurs, de foi et de célébrité qui a posé les bases d'une carrière hors du commun. Carrière et succès. Au début des années 60, Gladys Knight n'était plus la petite Gladys des concours de talent à l'église. Elle était une jeune mère à la voix de velours et avec un contrat. Son premier grand succès est arrivé en 1961 avec Every Beat of My Heart, mais alors que les projecteurs l'appelaient, elle a choisi de se retirer pour élever ses enfants. Ce choix discret, ancré dans les valeurs familiales transmises par sa mère, allait résonner tout au long de sa carrière. La célébrité pouvait attendre. Mais le cœur passait avant tout. En 1966, Gladys Knight et les Pips ont rejoint Motown. Mais Motown ne les attendait pas vraiment à bras ouverts. Relégués derrière des géants comme Diana Ross, Stevie Wonder et Marvin Gaye, ils étaient tant considérés comme des artistes de second plan. Lorsque la version survoltée du groupe de I Heard It Through the Grapevine est devenue le single le plus vendu de Motown en 1967, ce n'était pas seulement une victoire, c'était une déclaration. Ils ont eux-mêmes retravaillé la chanson mise de côté, allant jusqu'à emprunter le studio de Smokey Robinson. Un tube, leur récompense et leur sanction. Diana Ross aurait fait retirer Gladys d'une tournée parce qu'elle éclipsait ses performances. Cette blessure a laissé une marque. Alors, en 1973, fatigués d'être enfermés dans une case, ils ont quitté Motown pour Buddah Records, un choix risqué. Mais cela a porté ses fruits.
Midnight Train to Georgia s'est hissé à la première place, capturant la douleur de l'amour et du sacrifice d'une manière que seule Gladys pouvait transmettre. C'était du gospel, de la soul et du chagrin d'amour enveloppé de velours, et cela lui a valu un Grammy. Mais en coulisses, des fissures se creusaient. En 1989, les tensions avec les Pips, surtout avec son frère Bubba, ont mené à une séparation difficile. À 45 ans, Gladys a démarré sa carrière solo, se libérant des contraintes de groupe et de label. Pourtant, même lorsque les applaudissements fusaient, ce ne sont pas les sommets de sa carrière qui l'ont le plus définie. C'est la façon dont elle les a traversés qui a vraiment révélé qui elle était. Au-delà des classements et des rappels, ce sont les rituels en coulisses de Gladys, ses combats silencieux et sa simplicité pleine d'âme qui ont donné à son succès sa signification la plus profonde. La foi, le bien-être et la vraie Gladys. Malgré son statut d'impératrice de la soul, Gladys Knight ne s'est jamais totalement livrée au glamour. Dans les coulisses, elle menait une vie qui surprendrait ceux qui s'attendaient à des caprices de diva. Ses matinées débutent fréquemment par la prière plutôt que par la presse. Ses rituels les plus marquants sont des disciplines spirituelles ancrées dans sa conversion à l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours à la fin des années 90 et non des routines de tapis rouge. Tandis que certains de ses pairs se tournaient envers le clinquant, Gladys s'est tournée vers la foi et les chœurs gospel. Elle a même fondé son propre chœur, Saints Unified Voices, qui a remporté un Grammy pour son album Gospel, One Voice. Impressionnant pour quelqu'un qui remplissait jadis des arènes en chantant la douleur amoureuse, et qui aujourd'hui chante des hymnes avec autant de force, mais moins de projecteurs. Sa communauté religieuse est devenue une seconde maison. La chair et pas seulement la scène est devenue son sanctuaire. Après le décès de sa mère des suites de complications liées au diabète, Gladys est devenue une fervente défenseur d'un mode de vie sain. Elle a transformé son alimentation, pratiqué la marche rapide et coécrit chez Gladys Knight, un livre de cuisine et guide bien-être avec recettes, conseils santé et revisites de plats soul food. Il ne s'agissait pas seulement de nourriture, mais de reprendre le contrôle de son corps et de sa vie après des années de dépendance et de chagrin. Pain de maïs plutôt que caviar. Gladys rejette publiquement le terme diva qu'on lui attribue. Son étiquette préférée, pain de maïs. Elle se voit ainsi, chaleureuse, simple et nourrissante. Elle préfère cuisiner des feuilles de chou vert plutôt que d'ajuster une robe de bal. Lors d'interviews, elle a ri en avouant préférer regarder la Food Network plutôt que ses propres clips musicaux. Cuisiner n'est pas seulement un passe-temps, c'est devenu une thérapie. Pendant sa convalescence discrète après une dépendance au jeu qui a duré 10 ans, une lutte mentionnée plus tôt et explorée plus en détail dans la section suivante, elle a trouvé la paix en préparant des repas, en suivant des recettes et en s'ancrant dans les rythmes de la vie domestique. Prières avant le spectacle et miracles sur scène. Même pendant ses résidences à Las Vegas, où elle était la tête d'affiche de théâtre portant son nom, Gladys ne s'est jamais considérée au-dessus du public. Les soirs où la maladie lui volait sa voix, elle refusait d'annuler son. Au lieu de cela, elle priait « Dieu chante pour moi quand je le lui demande », disait-elle. Sa routine d'avant-spectacle est un mélange original de thé aux herbes, d'échauffements vocaux et de gratitude murmurée. Et à maintes reprises, cette foi l'a soutenue. Sa voix revenait, juste à temps. Ce n'était pas de la superstition, mais une conviction profonde que son don ne lui appartenait pas uniquement. Elle en était la gardienne dévouée. Danser dans l'obscurité. Lorsque Gladys est apparue dans Danse avec les stars, beaucoup de téléspectateurs y ont vu un simple détour amusant, une légende qui essayait quelque chose de nouveau. Mais pour Gladys, c'était autre chose. Une joyeuse rébellion contre l'âge, le chagrin et les attentes. Après des décennies de grâce stoïque et de perte personnelle, elle a embrassé le mouvement comme un remède. Elle disait que cela l'avait reconnectée à son corps et avait ramené une forme de joie qui lui manquait. Elle n'a pas gagné l'émission, mais elle a remporté quelque chose de mieux, la liberté dans sa propre peau après une vie à porter le poids des attentes des autres. Les rires, les petits-enfants et le bien-être à la maison. Gladys est tout le contraire d'une reine de scène sophistiquée. Ses amis la décrivent humblement comme drôle, généreuse et profondément maternelle. Elle gâte ses petits-enfants sans vergogne, chante en cuisinant et fait des blagues sur le fait de vieillir.
Les gens pensent que j'ai eu recours à la chirurgie, a-t-elle déjà ri. Mais c'est Dieu, la bonne nourriture et une vie saine. Ces réseaux sociaux sont parsemés d'encouragements, de versets bibliques et de cette sagesse ancrée qui ne vient qu'après avoir survécu à la tempête. Elle ne publie pas pour être adorée, mais pour encourager. Et même si sa vie à la maison semble calme, elle n'a pas été sans controverse. Sa décision de poursuivre son propre fils en justice pour retirer son nom d'une chaîne de restaurants a été déchirante, mais a montré à quel point elle protège farouchement son intégrité. Malgré ces moments difficiles, Gladys Knight a préféré la dignité au drame et la paix à l'orgueil. Néanmoins, si vous voulez vraiment comprendre la femme derrière cette voix de velours, il faut aller au-delà de la musique et entrer dans le monde complexe et magnifique de ses relations, où l'amour, la perte, la loyauté et la trahison l'ont façonné tout autant que n'importe quelle chanson. Relations et connexions. Les relations de Gladys Knight ont été aussi profondes et parfois aussi douloureuses que sa musique. À 16 ans, elle a épousé son amour de lycée, James Jimmy Newman. Leur amour était réel, mais le monde était cruel. Lors d'une tournée avec les Pips, elle a fait une fausse couche seule dans sa chambre d'hôtel, une perte qu'elle a gardée secrète pendant des années. Malgré la lutte de Jimmy contre la drogue et son départ de la famille, Gladys le considérait toujours comme l'amour de sa vie. Cette loyauté profonde et complexe ne l'a jamais quitté. Son deuxième mariage avec Barry Hankerson a été encore plus tumultueux. Ils ont eu un fils, Shanga, mais se sont séparés amèrement, menant à une pénible bataille pour la garde. Gladys aurait dépensé plus d'1 million de dollars pour tenter de retrouver son fils après qu'il ait été emmené pendant le conflit. Des années plus tard, Shanga allait trahir sa confiance d'une toute autre manière, mais nous y reviendrons. En épousant le conférencier motivateur Les Brown dans les années 90, elle espérait trouver la paix. Au contraire, l'union s'est vite dissoute. Mais enfin, avec William McDowell, son mari depuis 2001, Gladys a trouvé la stabilité, le respect mutuel et une foi partagée qui ont résisté aux tempêtes. Sur le plan sentimental, ce fut un chemin de chagrin et de guérison, mais la famille était toujours restée au cœur de sa vie. Son frère Bubba était un partenaire musical constant malgré les tensions liées aux affaires qui ont éprouvé leur relation. Et lorsque son fils aîné, Jimmy III, est décédé subitement à 37 ans, cela l'a anéanti, mais cela a aussi renforcé son attachement envers ses autres enfants et petits-enfants. Ces amitiés racontaient aussi une histoire d'amour. Patti LaBelle l'appelait l'un des plus beaux cœurs, et Gladys a discrètement aidé à faire venir les Jackson 5 chez Motown, sans jamais demander de reconnaissance. Cependant, derrière ces duos passionnés et ces liens forts, se trouvait une femme qui réalisait que la confiance comme l'argent devait être précieusement gardée. Revenus et valeur nette. En 2025, la valeur nette de Gladys Knight est estimée entre 8 millions de dollars et 28 millions de dollars, selon les sources. La majeure partie de sa richesse provient de décennies de tournées, de ventes de disques et de droits d'auteur issus de succès intemporels comme Midnight Train to Georgia et That's What Friends Are For. Les albums solo de Gladys Knight, les classiques Motown et les contrats de licence lui ont assuré un revenu stable au fil du temps. Mais le parcours vers la stabilité financière fut ardu. Dans les années 1980, sa dépendance secrète au jeu, révélée bien plus tard, lui a coûté cher, avec une nuit à la table de baccarat qui s'est soldée par 60 000 $ de pertes. Puis vint le procès contre son propre fils à propos de la chaîne de restaurants de poulets et gaufres mal gérés, où plus d'1 million de dollars d'impôts impayés ont mis sa marque en danger. Cette semaine, Gladys Knight a poursuivi en justice son fils, Shanga Henderson, propriétaire des restaurants, et d'autres exploitants, suite aux accusations de vol de taxes perçues auprès des clients par des enquêteurs de l'État. Des résidences à Las Vegas et un contrat de mémoire lui ayant rapporté une avance de 500 000 $ ont aidé à rétablir sa situation financière. Cependant, la véritable histoire de sa richesse réside non seulement dans ses comptes bancaires, mais aussi dans les maisons qu'elle a bâties et perdues. L'histoire immobilière de Gladys Knight n'est pas synonyme d'opulence. Il s'agit de sens. Depuis 2004, elle appelle Fairview, en Caroline du Nord, sa maison, où elle partage une propriété paisible de 20 acres avec son mari, William McDowell. Entourée de pâturages vallonnés et de vues panoramiques sur les montagnes, ce n'est pas seulement une maison. C'est un refuge. Le domaine de style ferme reflète la foi tranquille et la vie ancrée que Gladys a cultivée dans ces dernières années, loin du chaos des projecteurs.
Avant Fairview, elle vivait dans un domaine de style méditerranéen à Las Vegas, acheté en 1997 pour 695 000 $. La propriété de 6 500 pieds carrés comprenait 6 chambres, une piscine et un studio d'enregistrement privé. Ce n'était pas qu'un luxe, mais une lettre d'amour à sa mère pour qui elle avait acheté la maison. Elle était un point de ralliement pour la famille, la musique et les événements importants. Elle l'a vendue en 2018 pour 721 000 $, tournant ainsi une page remplie à la fois de joie et de pertes. Il possédait aussi une maison de vacances chérie au lac Panguitch, en Utah. La cabane, un refuge paisible pour les escapades familiales, a été détruite par un incendie, probablement dû à un problème de cheminée. Cette perte fut profondément personnelle, offrant un rare aperçu public de la fragilité de ces sanctuaires. Elle a également vécu à Détroit pendant ses années Motown, dans une maison modeste sur l'avenue La Salle, preuve que même lorsque sa célébrité grandissait, sa vie à la maison restait simple. Néanmoins, si ces maisons racontent la guérison, le chagrin et les retours au bercail, ce que Gladys ne possède pas en dit autant que ce qu'elle possède. Véhicules et voitures. Pour quelqu'un qui a parcouru le monde, Gladys Knight est restée étonnamment discrète en ce qui concerne les véhicules. Il n'y a pas de voiture de sport tape à l'œil dans son allée, pas d'histoire de Rolls-Royce sur les tapis rouges. Aucun document public ne mentionne le type de voiture qu'elle conduit. Cela correspond bien à la femme surnommée Cornbread, qui privilégie le confort au clinquant. Les motos, ce n'est pas pour lui. Gladys n'a jamais été associée au style de vie des motards, et il est peu probable que vous la voyiez descendre la Pacific Coast Highway en cuir et lunettes de soleil. Jets privés, même si elle a sûrement voyagé dedans au sommet de sa carrière, rien n'indique qu'elle en ait jamais possédé un. Son objectif a toujours été d'aller à la rencontre du public, pas de voyager comme une reine, même si la scène l'a traitée comme telle. Aucune preuve n'existe qu'elle ait possédé des yachts ou des hélicoptères. Pas même un bateau emprunté pour une séance photo. Elle n'a jamais recherché le statut par les biens matériels. Elle a passé sa vie à montrer que le vrai luxe est la paix, et que le seul véhicule qui mérite d'y investir est celui qui porte votre âme à travers les tempêtes. Pourtant, même si elle a gardé son garage modeste, sa vie est toujours en mouvement. Et aujourd'hui, à 80 ans, elle prouve que le voyage n'est pas terminé. Style de vie actuel. À 80 ans, Gladys Knight est toujours au centre de la scène, mais maintenant elle le fait avec encore plus d'âme et encore moins approuvé. En 2025, elle est en tête d'affiche de la tournée Queens, aux côtés de Chaka Khan, Patti LaBelle et Stephanie Mills, offrant des performances puissantes, puissantes, qui ressemblent ça plus à un témoignage qu'à un simple divertissement. Elle jongle aussi avec des dates en solo, y compris un concert reprogrammé à Orlando, prouvant qu'une grippe récente et une hospitalisation n'ont pas pu la retenir bien longtemps. Ses fans ont eu un aperçu brut et magnifique de son état d'esprit le jour de son anniversaire. 80 ans de vie, d'amour, de foi, de joie, de leçons, de bénédictions, une réflexion qui ressemble à un hymne. Et dans un moment où la boucle est bouclée, elle sera incarnée dans le prochain biopic sur Michael Jackson, une reconnaissance de son rôle discret dans l'histoire de la musique, y compris son implication précoce pour que les Jackson 5 signent chez Motown. Voici Gladys Knight dans toute sa grâce, sa détermination et son esprit gospel. Dites-nous dans les commentaires ce qui vous a le plus surpris dans son parcours. Mettez un j'aime, abonnez-vous et regardez notre prochaine vidéo pour découvrir d'autres légendes intemporelles et leur vie inoubliable.